Une bombe atomique a explosé et ça a donné naissance à quelque chose que personne ne connaissait. Ni sur Terre, ni en laboratoire, ni nulle part dans tout l'univers connu. Ce que les chercheurs viennent de découvrir dans les décombres de cet enfer nucléaire est tout simplement incroyable. Nous allons examiner cela de très près. C'est parti. Si tu ne veux plus rater aucune actualité scientifique à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous aidez beaucoup la vidéo avec un pouce levé. 5000 likes devraient apaiser l'algorithme YouTube. Merci beaucoup les amis. Mais maintenant, nous avons déjà le prochain sujet scientifique passionnant. Passons donc aux choses sérieuses. Le 6 août 1945, la ville japonaise d'Hiroshima. À cette époque, mais la Seconde Guerre mondiale faisait certes déjà rage en Europe, mais le Japon continuait de se battre dans le Pacifique contre les États-Unis et leurs alliés. Le gouvernement américain espérait, en utilisant la bombe atomique nouvellement mise au point, forcer le Japon à capituler rapidement et éviter ainsi une invasion des îles principales japonaises. Le matin du 6 août, l'avion américain Enola Gay a largué la bombe à l'uranium Little Boy sur Hiroshima, qui a explosé à environ 600 mètres d'altitude au-dessus de la ville. 3 jours plus tard, une deuxième bombe atomique fut larguée sur Nagasaki. Le 15 août, le Japon annonça enfin sa capitulation. À Hiroshima, la bombe atomique a généré une boule de feu dont la température dépassait les 7000 degrés. C'est plus chaud que la surface de certaines étoiles. En quelques secondes, les bâtiments, le métal, le verre, la terre, en gros, toute la ville s'est évaporée pour former un nuage de plasma turbulent. Il existe sur YouTube des témoignages oculaires de personnes ayant vécu et survécu à l'apocalypse nucléaire. Écoutez ça. À 8 heures, on avait commencé l'appel du matin et le général responsable de notre unité nous a fait un discours de motivation. Vous, les filles, vous avez reçu une bonne formation et c'est justement aujourd'hui que vous commencez à prouver votre patriotisme et votre loyauté envers l'empereur. Et à cette seconde précise, j'ai vu une lueur bleu-blanc jaillir de toutes les fenêtres. La chose suivante dont je me suis rendu compte, c'est que je volais tout simplement dans les airs. L'énorme onde de choc a rasé tous les bâtiments de la ville. Et bien sûr, mon immeuble s'est effondré lui aussi. Mon corps se trouvait en plein milieu. Quand j'ai repris conscience dans l'obscurité et le silence absolu, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai essayé de bouger mon corps, mais je n'y arrivais pas. Je savais bien que j'étais face à la mort. Tout le monde était presque nu. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Ils se tenaient là. Leur peau et leur chair étaient brûlées et noires. Il leur manquait des parties du corps et certains tenaient leur propre globe oculaire dans leurs mains. En marchant, ils s'effondraient et, en tombant, leur ventre éclatait. On aurait pu penser que dans un tel endroit, les gens hurleraient et appelleraient à l'aide. Mais c'était si calme, presque sans bruit. Cette nuit-là, on s'est assis sur la colline et on a regardé la ville brûler toute la nuit. I looked back and saw the entire rubble was on fire. Ouf, ça donne vraiment un peu la nausée et on ne peut probablement même pas imaginer l'ampleur totale de la destruction. Dans cette gigantesque explosion, il s'est produit, comme nous le savons maintenant, quelque chose d'inimaginable, même d'un point de vue scientifique. De la pure physique, mais de la physique de la pire espèce. En effet, à mesure que ce nuage se refroidissait, les matières évaporées se sont condensées en minuscules billes de verre qui se sont ensuite répandues sur toute la région en tombant du ciel. Et ce sont précisément ces billes qui sont au cœur de notre découverte d'aujourd'hui. En 2019, Mario Vanier, un géologue à la retraite, a passé au peigne fin les plages de la baie d'Hiroshima et est tombé sur de minuscules particules vitreuses dans le sable. On les a baptisées Hiroshimite. Pendant des années, ces petites capsules temporelles ont été étudiées en détail par une équipe internationale de chercheurs dirigée par le géologue Luca Bindi de l'Université de Florence. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Au total, l'équipe a examiné 34 de ces échantillons d'Hiroshima scannés au microscope électronique et analysés par des rayons X à haute énergie. Dans l'un de ces échantillons, ils ont trouvé un minuscule grain de métal mesurant à peine 10 micromètres, soit plus fin qu'un cheveu humain. Et ce grain a laissé les scientifiques bouche bée. Les chercheurs ont découvert un mélange de fer, de chrome, de nickel, de manganèse, de molybdène, de silicium et d'aluminium, organisé en une structure cristalline qui n'avait encore jamais été répertoriée nulle part ailleurs sur Terre.
Un vestige de l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima a donc donné naissance à une structure matérielle totalement nouvelle qui, à notre connaissance, n'existe nulle part ailleurs sur la planète ni au-delà. Dans les autres échantillons d'Hiroshimite, les chercheurs ont certes trouvé plein d'alliages fer-chrome qui proviennent sans doute de l'acier de construction de la ville détruite, mais la plupart d'entre eux présentaient la structure dite cubique à face centrée, relativement courante. Seul ce minuscule grain sortait complètement du lot. À la manière d'un micro-réacteur, chaque gouttelette de métal en fusion a en quelque sorte figé, au moment même de sa solidification, son propre instantané des conditions chimiques locales. Les chercheurs appellent ces matériaux des alliages multicomposants. Également des mélanges d'au moins 5 métaux, où chacun d'entre eux est présent en quantité significative plutôt que comme un simple additif minuscule. Normalement, ces alliages doivent être fondus ensemble en laboratoire, dans des conditions strictement contrôlées. La température et la vitesse de refroidissement doivent alors être réglées avec une précision extrême. La bombe atomique a elle aussi réussi ce processus, mais de manière 1000 fois plus chaotique et 1000 fois plus rapide. Et même après des décennies, un minuscule grain de quelques micromètres seulement peut encore restituer exactement les conditions qui ont régné dans le feu atomique pendant une fraction de seconde. Ces particules ne sont donc pas de simples résidus de fusion, mais de véritables archives physiques de l'explosion. C'est absolument fou quand on pense qu'on parle ici d'un simple battement de cils de l'histoire, figé jusqu'à aujourd'hui dans le réseau cristallin d'un grain de métal. Sur le plan structurel, ce nouvel alliage s'inscrit dans une famille appelée type A IAU4, une variante ordonnée de ce qu'on appelle la structure bêta du manganèse. C'est assez compliqué, mais l'essentiel est simple. Cette structure n'avait encore jamais été observée en association avec un mélange chimiquement aussi complexe, composé d'autant de métaux différents. Les chercheurs ont donc dû, en quelque sorte, ouvrir un tout nouveau chapitre dans le manuel des alliages. On pourrait se poser la question de savoir si cet alliage peut vraiment être aussi unique ou s'il aurait pu exister ailleurs dans des matériaux industriels. Les chercheurs ont vérifié exactement ce point et l'ont exclu. La composition chimique s'écarte tellement de la norme et la structure cristalline est si particulière qu'une origine à partir de matériaux préexistants est impossible. Cet alliage est en fait né de la bombe. Michael Weedom, spécialiste des matériaux à l'université Carnegie Mellon, résume bien la situation. Quand on cherche de nouveaux matériaux, il faut aussi les chercher dans des endroits insolites. On ne peut guère faire plus inhabituel que le sable d'une baie où une bombe atomique a explosé autrefois. Cela dit, une autre idée serait aussi de chercher ce genre de matériaux dans l'espace. Et c'est exactement ce que Luca Bindi et son équipe ont déjà fait. Les quasi-cristaux sont des matériaux dans lesquels les atomes ne se répètent pas de la même manière que dans les structures cristallines habituelles. On les a découverts dans la nature il y a environ 10 ans, en examinant un fragment provenant des collections minéralogiques du musée de notre université. L'analyse de cet échantillon, ainsi que d'autres fragments trouvés lors d'une expédition dans les régions reculées de Sibérie, a montré que tous ces fragments faisaient en réalité partie de la même météorite. Il s'agissait donc de corps extraterrestres. On s'est alors demandé s'il serait possible de prouver cette hypothèse, à savoir que ces matériaux auraient pu se former lors de collisions entre astéroïdes dans l'espace. C'est pourquoi on a entamé une collaboration avec le Caltech, qui dispose d'un laboratoire capable de simuler des impacts d'astéroïdes. Incroyablement, et à notre grande surprise, on a réussi dès la première expérience et le premier essai à reproduire un quasi-cristal présentant la même perfection structurelle et les mêmes propriétés chimiques. C'est pourquoi on a commencé à se dire que le matériau issu de la première explosion nucléaire, le fameux essai Trinity du 16 juillet 1945, qui a marqué l'apogée du projet Manhattan, pourrait bien être l'endroit idéal où chercher. Et c'est précisément cette réflexion qui a conduit à une autre découverte incroyable liée aux essais nucléaires. Bindi et son équipe avaient, comme il l'a mentionné, déjà découvert quelque chose auparavant sur le site du tout premier essai de bombe atomique, le fameux essai Trinity de 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. Le test Trinity a eu lieu le 16 juillet 1945 et a marqué la toute première détonation réussie d'une arme nucléaire, quelques semaines seulement avant les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. La bombe au plutonium, surnommée Gadget, a explosé au sommet d'une tour en acier d'environ 30 mètres de haut, libérant une puissance explosive d'environ 21 kilotonnes de TNT. La chaleur intense a fait fondre le sable du désert avec des matériaux de la tour et de la bombe pour former un verre verdâtre qui a ensuite été baptisé Trinitite. Et des décennies plus tard, c'est justement dans cette Trinitite que les chercheurs ont découvert une autre structure qui ne peut pratiquement pas se former dans des conditions naturelles normales
mondial, un quasi-cristal inhabituel, c'est-à-dire un matériau avec une structure ordonnée, mais qui ne se répète jamais exactement. Avec cette nouvelle découverte à Hiroshima, on voit se dessiner une tendance plutôt passionnante. Les explosions nucléaires semblent systématiquement capables de révéler des types de matériaux totalement nouveaux et inattendus, qu'on n'aurait jamais pu observer autrement. C'est plutôt cool, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut d'abord faire exploser une bombe atomique pour y parvenir. Et pour la science, c'est bien plus qu'une simple curiosité. Les alliages multicomposants sont très en vogue actuellement, car ils permettent de combiner des propriétés telles que la dureté, la résistance à la corrosion et la stabilité à des températures extrêmes d'une manière difficilement atteignable avec les alliages classiques. Cette structure nouvellement découverte pourrait même servir de modèle aux chercheurs pour reproduire de manière ciblée en laboratoire des matériaux similaires aux propriétés comparables, bien sûr cette fois-ci sans bombe atomique. Et l'étude de dépôts comme ceux d'Hiroshima aide aussi les chercheurs dans le domaine de la criminalistique nucléaire à en savoir plus sur les conditions exactes et les matériaux impliqués dans les détonations passées. C'est un savoir qui reste important pour bien comprendre les effets de ce genre d'armes et les empêcher à l'avenir. Ou comme les chercheurs le résument dans leur étude, les détonations nucléaires à haute énergie créent des environnements physico-chimiques extrêmes et éphémères dans lesquels des matériaux jusqu'alors inconnus peuvent se former. Cette découverte montre que les phénomènes de plasma nucléaire peuvent stabiliser des phases métalliques complexes et mettre en avant les débris d'une explosion nucléaire comme un laboratoire naturel pour la formation d'alliages en déséquilibre et la découverte de nouveaux matériaux. Ces petites billes de verre sont donc bien plus qu'une simple note de bas de page scientifique. Elles sont les témoins silencieux de l'une des secondes les plus lourdes de conséquences de l'histoire de l'humanité. Je vous tiendrai au courant de toutes les découvertes futures dans ce domaine. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant et pensez à laisser un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes. Et tant que nous parlons de choses gigantesques et difficilement imaginables, tu savais que les chercheurs observent actuellement une structure de plus de 8000 km de long au milieu de l'Atlantique. Un vrai monstre, visible même depuis l'espace. Ce qu'on appelle la Great Atlantic Sargassum Belt ne cesse de s'étendre. Et pour savoir de quoi il s'agit, regarde la vidéo en haut à droite, jette-y un œil, c'est super passionnant. En bas à droite, camboard comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!